Eh bien, on est heureux de vous accueillir aujourd'hui au Mercure Château Perrache pour cette journée de Wake Up Day. Une journée de conférence qu'on a imaginée depuis fin 2018. Une frustration au départ, un manque de conférences marketing de qualité, de haut niveau à Lyon. Et on s'est réunis tous les trois. En fait, on avait eu chacun l'idée un peu dans notre coin. On s'est retrouvés et on s'est dit autant faire un truc ensemble. Alors tous les trois, c'est la cuisine du web via sa marque Blend Webmix, représentée par Jean-Louis. 410 Gold, représenté par Patrick. C'est moi. Et moi-même, représenté par moi-même. Voilà. Et donc une journée de conférence. Donc l'idée, ce qu'on voulait vraiment, c'était que ce soit une journée qui soit vraiment concrète. Le principe, vous l'avez vu, il n'y a absolument aucun prestataire sur scène aujourd'hui. Il y a zéro publicité. Voilà. On a 2 sponsors, on remercie d'ailleurs au passage, mais ce sera vraiment la seule publicité. Voilà, c'était des frustrations des experts et pas de pub, que du retour d'expérience, et c'est le contrat qu'on passe avec vous. Voilà. J'en profite pour présenter les sponsors en 30 secondes. Donc Devlink, qui est une plateforme de netlinking, donc ça c'est pour le SEO. Et ensuite Frank for Win, donc, qui est une plateforme d'études de mots-clés, d'aide à la rédaction et de copons sémantiques. Vous entendrez un petit peu plus parler dans la journée. Voilà. Bonjour. Il y a un Wi-Fi, c'est hyper important pour le Wi-Fi. Donc vous allez sur votre Wi-Fi, vous verrez un Wi-Fi Mercure, comme on l'a noté, il faut laisser votre email et vous aurez accès au Wi-Fi. Donc bienvenue. Vous serez 150 aujourd'hui, on est ravis de faire cet événement avec les professionnels de la communication et du marketing que vous êtes. Et ce sera à la fois un événement où on va vous permettre d'écouter des super conférences, mais c'est aussi un événement de networking. Donc profitez-en, mettez à profit 2 grandes pauses, une ce midi pour déjeuner et puis un peu plus tard dans la journée. Donc mettez bien ça à profit pour networker. J'espère que vous êtes venus avec des cartes de visite. Discutez avec des gens quand vous serez sans carte de visite, ça c'est mal. Bonne journée à vous. Voilà. Petit point programme, on a malheureusement 2 changements de programme parce que 2 conférenciers ont appris de très mauvaises nouvelles de ce qui les empêche d'être ici aujourd'hui, 4 forces majeures. Je n'entrerai pas plus dans le détail, mais elles sont remplacées. C'est la bonne nouvelle. Donc à la place de Johan Grange, nous avons Elliot Bobier qui est là-bas, qui va vous parler de stratégie d'acquisition multicanal. Ouais. Donc à la même heure, il y a un fan club. Et pour remplacer donc, la conférence sur l'RGPD, on va partir sur du encore plus concret avec une table ronde avec les e-commerçants qui interviennent au long de la journée, qui vont du coup vous parler de leur retour sur la mise en place de la RGPD. Vu qu'on s'est donné comme credo de faire du sans bullshit, on vous demandera de ne pas filmer cette conférence et nous-mêmes celle-là on la filmera pas pour pas qu'elle soit diffusée. Voilà. Vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Eh bien, on vous souhaite une bonne journée de l'OTP, riche en apprentissage et en rencontres. Merci à tous. Et je donne la main à Olivier. J'ai un truc sur la qualité de son micro. Donc Olivier Roche, chez Provide Shop, qui va nous faire sa conférence e-commerce is dead. Je te lance tes slides tout de suite. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi aussi d'être présent pour cette première édition du Wake Up Day. J'ai la lourde tâche de lancer la journée. Donc je pensais faire un petit spoil sur Game of Thrones pour lancer le truc, mais on m'a dit que c'était une mauvaise idée. Donc non, en fait, je le ferai pas. Donc je me présente rapidement. Donc moi, je suis Olivier Roche. Je suis en charge du marketing chez Provide Shop. Provide Shop, rapidement, c'est un pure player e-commerce spécialisé dans la vente et la distribution d'articles dédiés à l'univers du cycle. Aujourd'hui, c'est un site web qui fait à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. L'idée de cette presse, avec son titre qui est peut-être un petit peu provocateur, mais l'objectif c'est surtout de peindre un peu ma vision du e-commerce. Il n'y a pas plus d'ambition, j'ai envie de dire, que de partager ce que je vois au quotidien avec les commerçants avec lesquels je discute régulièrement.
Et l'idée, c'est de sortir un peu des cartons et des messages qu'on a régulièrement sur le e-commerce. Et finalement, j'aurais réussi et j'aurais atteint mon objectif lors de cette presse si à la fin de cette presse, un grand nombre d'entre vous auront des nouvelles questions, des questions que vous n'avez peut-être pas avant, et aussi des réponses sur le business e-commerce et comment se développer vraiment en ligne. Pour commencer, je l'ai dit juste avant, je trouve qu'il y a beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de bullshit qui gravitent autour du e-commerce et aussi autour du marketing digital. C'est fréquent. Et en fait, ce qui a initié un peu le thème de cette conf, c'est lorsque je regardais sur LinkedIn un de mes contacts qui partageait une data sur le e-commerce qui disait que 83% des sites e-commerce atteignent la rentabilité. Alors pour discuter avec beaucoup de e-commerçants, je ne pense pas que la rentabilité ce soit le premier truc qui sort lorsqu'on parle avec un e-commerçant. Et effectivement, en creusant après sur cette étude, je me suis aperçu qu'elle avait été réalisée sur 400 personnes, 400 sites marchands, sachant qu'il y en a, je crois, à peu près 255 000 en France. Donc c'était un petit peu biaisé. En tout cas, l'idée c'était plutôt de se dire, il y a pas mal de data, d'infos qu'on retrouve et qui sont quelquefois un petit peu biaisées. Une data, en revanche, qui me semble plutôt pertinente, et qui fait le lien avec la première, c'est que lorsqu'on creuse, et ça c'est des données de la FEVAD, il y a 87% du CA qui est généré sur le e-commerce, qui est fait par 5% des sites marchands. Donc tout de suite, quand on prend les 255 000, en fait il y en a 5% qui font vraiment une grosse partie du chiffre d'affaires. L'idée, c'est pas d'être alarmiste, c'est plutôt en tout cas de recadrer aussi le panorama quand on se lance sur l'e-commerce. La réalité, c'est ça. On sort un petit peu du e-commerce, mais souvent aussi, je constate, pas que dans le e-commerce, mais qu'on parle beaucoup des levées de fonds. Et je reviens encore sur ce sujet de rentabilité. Vous verrez, la rentabilité, ça va être un fil rouge de cette conf. On parle beaucoup de levée de fonds. Et je suis surpris, dans une même semaine, de lire une levée de fonds de 34 millions pour Itch, et puis un petit peu en dessous, un petit peu dans les articles un peu plus cachés, en tout cas maintenant l'actualité d'Uber est un peu plus sur le devant de la scène, mais en parallèle, on voit une levée de fonds de 34 millions, et derrière, on voit que Uber pâtit à créer de la rentabilité et perd beaucoup d'argent. Voilà, ça aussi, ça fait partie un peu des infos que j'aime bien regarder avec un autre spectre. Donc en gros, c'est un très rapide constat. L'idée pour moi ici et aujourd'hui, c'est de se dire quelles sont les tendances, les vraies tendances qui challengent le e-commerce. Et en fait, c'est les tendances que j'identifie quand je partage encore une fois avec plein de e-commerçants. Et c'est de repasser un petit peu au crible. Le premier sujet, et je pense que tout le monde en est, tous ceux qui sont un petit peu investis déjà dans l'e-commerce le constatent, c'est l'évolution des parcours clients et l'évolution globalement des clients. Je pense qu'aujourd'hui, le simple fait d'avoir un raisonnement purement e-commerce est déjà super biaisé. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les clients, ils ne réfléchissent plus en disant je vais acheter en ligne, je vais acheter dans une boutique, je vais acheter sur mon téléphone, je vais acheter sur ma tablette ou mon PC. C'est fini en fait. Et le fait de se dire déjà je suis spécialisé dans l'e-commerce, je suis vraiment focus là-dedans, c'est déjà en fait prendre un parti et un peu ne pas être vraiment en phase avec les comportements qui évoluent. Le online et le offline, pour un client, pour un consommateur, c'est exactement la même chose. Il ne se pose pas de questions, il ne se dit pas je vais acheter en ligne plutôt qu'en boutique. C'est un raisonnement que nous, marketeurs, on se donne et sur lequel on se concentre. Mais je pense qu'il y a une nécessité de prendre du recul et de vraiment observer le parcours des clients. On aura l'occasion de revenir un petit peu là-dessus. Quand on parle de clients et quand on parle de parcours utilisateur, la dynamique mobile revient systématiquement. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens aussi qui se lancent, ou en tout cas qui ont déjà aussi un business sur le e-commerce.
Vous avez bien sûr constaté que le mobile croît de manière phénoménale. Je crois que pour beaucoup d'entre nous, maintenant le mobile a dépassé le desktop et ça change considérablement la donne. Et effectivement, ça induit surtout une chute du taux de conversion, puisque le trafic mobile croît énormément et que son taux de conversion, globalement, il est souvent 3 fois inférieur à celui du desktop. Et bien le trafic que l'on génère en plus, il est sur un taux de conversion qui est plus faible, donc du coup ça fait baisser globalement les taux de conversion de votre site. C'est normal, c'est une tendance, mais c'est normal puisque le trafic mobile progresse nettement, mais il faut en avoir vraiment conscience. De la même manière, il y a un point qu'on évoque peut-être rarement, mais qui est une réalité, et si vous êtes sur l'e-commerce depuis quelques années, vous l'avez obligatoirement vu, c'est la progression fulgurante des coûts d'acquisition. Il y a encore quelques années, c'était assez simple d'aller communiquer sur le web, de faire de l'acquisition assez facilement à moindre coût. Aujourd'hui, les coûts ont extrêmement progressé parce que aussi il y a beaucoup plus d'annonceurs. Et donc c'est quand même aussi un point à prendre en compte quand on veut se lancer en ligne ou quand on y est. Les coûts d'acquisition qui ont augmenté sur ces 5 dernières années, c'est assez impressionnant et c'est quelque chose qu'on doit prendre en compte forcément dans son business model. Il y a un autre point, j'en parlais tout à l'heure avec un e-commerçant qui est dans la salle, c'est une tendance de fond, c'est que lorsqu'on est un distributeur en ligne, eh bien, on va constater que les marques eh bien aussi, elles se disent pourquoi moi je vais distribuer ma marque sur un site alors que potentiellement je pourrais développer mon propre site et commercialiser mon offre directement depuis mon propre site. Et ça, c'est aussi une vraie tendance, c'est quelque chose qui se développe. Moi-même chez Product Shop, il y a plein de marques des marques qui étaient phares, qui commencent à développer leur propre plateforme. Pour elles, c'est super pertinent et c'est aussi quelque chose que l'on doit prendre en compte quand on a son business en ligne. Est-ce qu'il y a des marques qui vont demain créer leur propre plateforme, qui vont capitaliser effectivement sur leur marque pour se développer en ligne? C'est un point nécessairement à intégrer dans sa stratégie. Un point qui m'intéresse particulièrement, c'est la livraison. Lorsqu'on fait du e-commerce, on l'oublie quelquefois parce qu'on parle beaucoup de marketing, on parle beaucoup de stratégie, mais faire de l'e-commerce, c'est avoir des produits et les expédier. La valeur ajoutée du e-commerce, c'est de livrer les produits chez le client. On a vu beaucoup de pure players et beaucoup d'acteurs majeurs sur le e-commerce lancer un standard qui est la livraison gratuite. Et en fait, eh bien c'est quand même compliqué dans un business model de livrer gratuitement un produit. Alors quand vous livrez une chaussette que vous avez achetée 10 €, que vous revendez 12 € et que vous envoyez à l'autre bout de la France gratuitement, et puis en fait elle ne convient pas, c'est pas la bonne taille, on vous la renvoie, il y a le retour, et tout ça c'est gratuit, le calcul il est un peu complexe. On le constate sur des petits e-commerçants, mais ce que je constate aujourd'hui, c'est que même des gros, et pourtant des gros qui sont plus comme Zalando, Azos ou H&M, qui sont dans une dynamique où pourtant la marge est plutôt importante sur la partie produit, eh bien on constate aussi ce petit retour en arrière en disant ouais, la livraison gratuite, les clients ils adorent ça. Par contre, dans mon business model, c'est quand même compliqué. On a vu Zalando qui a supprimé carrément la livraison gratuite en Italie, en Irlande et en Espagne, au Royaume-Uni également. Alors d'un côté, on a Amazon qui va prendre l'effet inverse, mais on en parlera un petit peu juste après pourquoi il peut le faire. En tout cas, la livraison gratuite, c'est quelque chose qui intéresse et que les clients demandent, mais qui est de plus en plus compliqué à offrir pour un acteur en ligne. Ah bah justement, Amazon, je ne pouvais pas faire une conférence qui s'appelle E-commerce is dead sans parler d'Amazon. Alors, pour nous, au quotidien, e-commerçants, c'est un sujet que l'on échange et sur lequel on partage en permanence. On a presque un observatoire sur Amazon et je vous invite
tous qui se développent sur le e-commerce à observer le comportement d'Amazon. Il y a un point quand même qui est super important à mon sens. Je vous avais dit que la rentabilité, ça allait être un peu un fil rouge de cette conf. Amazon, sur son activité e-commerce, n'est pas rentable. Il expédie tous ses produits gratuitement, il va pousser ça, mais en fait, ce qui vient financer cette activité-là, c'est une autre activité qui est AWS, qui est une activité qui cartonne et sur laquelle il y a une marge conséquente, qui lui permet de financer son activité e-commerce. Donc quand on prend comme modèle Amazon, eh bien, c'est quand même un modèle qui est largement biaisé et sur lequel il faut avoir un regard plutôt critique. Il y a un autre petit, on en parle assez rarement, AliExpress, mais j'ai eu l'info il n'y a pas très longtemps de leur volume de commandes. C'est colossal, c'est 100 000 commandes par jour en France. Alors c'est dans les pics d'activité saisonniers. A priori, ça ne serait pas tous les jours 100 000 colis par jour. Mais cette data permet aussi de montrer la puissance de cet acteur et encore une fois à prendre en compte et à surveiller. Il y a un point aussi sur la partie e-commerce, on a vu un petit peu toutes ces difficultés-là. Je lisais un article qui disait que effectivement le e-commerce, par ces difficultés-là, de par les difficultés d'être rentable, de par les difficultés de l'expédition, de par la technicité, de par les coûts d'acquisition qui sont de plus en plus élevés, petit à petit, ces e-commerçants généralistes sont un peu boudés par les investisseurs parce que eh bien derrière la croissance est peut-être difficile et si la rentabilité n'est pas là, comment est-ce qu'on continue à séduire les investisseurs? Attention, je vais revenir sur ces points aussi tout à l'heure, je ne veux pas être non plus trop alarmiste. Il y a un sujet qui est peut-être un petit peu moins concret, mais qu'on commence à identifier. C'est que aujourd'hui, les réseaux sociaux et notamment Instagram nous permettent de vendre directement sur son réseau. Il y a Google qui est en train de lancer, et d'ailleurs la France est aussi en bêta sur cette plateforme-là, un équivalent, on va dire entre guillemets, d'Amazon. Donc en fait, la question que je me pose, c'est est-ce que demain on aura toujours la nécessité d'avoir une plateforme e-commerce pour vendre ses produits, ou est-ce que demain, un e-commerçant, il aura un fichier Excel avec tous ses produits et il les diffusera sur Amazon, sur Instagram ou sur d'autres types de plateformes? Je pense qu'on commence à sentir un petit peu cette tendance-là. Ça pose aussi des questions et il me semble que c'est pertinent de l'observer ou en tout cas d'avoir un regard là-dessus. Voilà, si je dois synthétiser en une slide ce qu'on s'est dit, c'est là en fait. On voit que les comportements changent, on voit que le mobile progresse clairement et que c'est un enjeu, on en parle tous les jours. Est-ce que je dois développer une application? Est-ce que je dois avoir un site en responsive? Tous ces sujets-là sont des sujets quotidiens. Les coûts d'acquisition qui explosent aussi, les marques qui lancent leur propre site. Plus de livraison gratuite, comment je séduis alors mes clients? Amazon et AliExpress, ils sont nécessairement vos concurrents. Les investisseurs qui vont peut-être pas être super, ou en tout cas être un peu frileux pour investir. Et enfin, avons-nous toujours besoin d'une plateforme? Moi, je n'ai pas, loin de là, la prétention de donner une vue exhaustive des tendances qui challengent le e-commerce, mais en tout cas, ce sont des tendances que l'on identifie et que l'on partage au quotidien avec d'autres e-commerçants et qui sont des sujets sur lesquels on veut forcément s'interroger et se poser des questions. Je ne ferais pas mon job si je faisais que dire ouais ben voilà, moi j'ai identifié ça, maintenant débrouillez-vous, chacun son truc, trouvez votre stratégie et puis moi j'ai ma petite idée. Non, l'idée ici c'est aussi de vous donner quelques tips que j'ai pu identifier et des exemples qui me semblent super pertinents et que je vous propose de partager ensemble.
Le premier point qui me semble crucial, tout à l'heure je vous parlais de la paire de chaussettes qu'on envoie à l'autre bout de la France, voire dans un autre pays pour 0 €. J'ai une conviction sur le e-commerce, c'est que si vous ne faites pas de marge, vous ne faites pas de e-commerce. C'est-à-dire que si vous souhaitez vous lancer demain sur toujours ce business de chaussettes, j'espère qu'il y a personne qui vend des chaussettes dans la salle, mais ça peut très bien, on va le voir après. En tout cas, si on ne crée pas de marge, on va avoir d'extrêmes difficultés à se lancer dans l'e-commerce. Et pour ma part, je ne le pousserai certainement pas. L'objectif numéro 1, c'est quand même de créer de la valeur. Pour se développer dans l'e-commerce, il faut aussi créer de la valeur. L'idée, c'est donc de voir comment est-ce que l'on peut créer cette valeur. Le premier point, et j'aime beaucoup ce point-là parce que c'est un point que j'ai appris assez tardivement dans mon expérience, c'est, et je l'appelle le back to basic, c'est l'offre. En fait, on parle beaucoup, et surtout dans le marketing, moi j'ai un background marketing, donc c'est mon ADN, on parle tout le temps de tout un tas de leviers qu'on peut activer, on peut faire du remarketing, on peut développer la CRM, on peut trouver des filons sur l'acquisition, mais si vous n'avez pas travaillé votre offre, vous n'en ferez rien. En fait, l'offre, c'est vraiment la base de votre business. Et bien souvent, on oublie un petit peu ça et on part dans tout un tas d'outils qu'on va mettre en place et on a oublié de se reconcentrer sur son offre. Est-ce que les produits que je mets en ligne, c'est les produits que mes clients cherchent? Est-ce que le prix y correspond? Ça paraît super simple, mais en fait, lorsque je partage encore une fois avec plein de e-commerçants, on se rend compte que ça fait super du bien des fois de se dire le e-commerce, c'est vendre, c'est de la vente. La base, c'est aussi de travailler son offre, de travailler la disponibilité de ces produits. Chez Product Shop, par exemple, j'ai travaillé sur un matching, j'ai identifié la disponibilité des produits versus les taux de conversion. En fait, c'est assez flagrant, et vous allez me dire, c'est un peu évident, mais c'est quelque chose qu'on ne travaille pas forcément tout le temps. Dès lors que la disponibilité de vos produits baisse, vos clients ne trouvent pas les produits, et du coup vous baissez vos taux de conversion. Donc c'est un point majeur et prioritaire sur lequel on doit travailler. Le deuxième point, j'en ai parlé tout à l'heure assez rapidement sur la partie livraison. En fait, le e-commerce, c'est peut-être la partie la moins séduisante du e-commerce, mais c'est de la logistique avant tout. C'est-à-dire que vous avez des produits et vous devez les expédier, vous devez les envoyer à vos clients. Et c'est des enjeux qui sont majeurs. Vous devez être capable d'expliquer rapidement vos clients, vous devez être capable de leur permettre de suivre leurs commandes, vous devez être capable de faire des retours de produits. Dès lors qu'on avance un peu et qu'on développe son business, cette partie logistique devient particulièrement cruciale et c'est aussi, encore une fois, un sujet sur lequel on doit absolument faire le focus. On doit se dire comment je vais bien livrer mes clients. Et si on fait le lien avec la toute première slide juste avant celle-ci, j'ai mon offre, j'ai ma logistique, c'est des basiques qui permettent avant toute chose de développer son business. Il y a un autre point, et je l'ai identifié chez plusieurs e-commerçants, c'est l'idée de se dire on va développer notre marque propre, on va développer nos produits. Des grands noms du e-commerce, et ceux qu'on a vu tout à l'heure, Asos, Zalando, etc. Évidemment, ils n'ont pas attendu très longtemps pour comprendre que c'était super stratégique de développer sa propre marque. On l'a vu tout à l'heure, l'idée c'est de faire de la marge. Et lorsqu'on développe ses propres produits, on remonte la chaîne de valeur et on peut générer de la marge. Il y a un site local qui s'appelle Ougarden que j'observe et que je trouve super pertinent. C'est devenu un vrai axe stratégique pour eux de développer leur propre marque, leurs propres produits. Et c'est une manière particulièrement intéressante aussi de créer de la valeur et de développer son business en ligne, de ne plus rester à son stade de distributeur, mais d'aller un peu plus loin. Un autre sujet aussi, et c'est quelque chose, encore une fois, j'aurais presque pu le mettre dans les back to basics, mais se mettre à la place des clients,
je trouve que c'est quelque chose qu'on fait des fois assez peu sur le e-commerce, peut-être parce qu'on a cette distance vis-à-vis des clients. Et moi, je suis toujours super surpris. Je pense que toutes les personnes qui font de la vente en ligne dans la salle, elles vont constater que bien souvent, c'est le soir qu'elles développent leur business parce que les clients, c'est le soir quand ils sont posés dans leur canapé, sur leur téléphone ou sur leur PC, qui vont aller sur le web et passer leurs achats. Pour autant, il y a très peu d'exemples d'activités qui se soient adaptées et qui permettent d'avoir un service client, par exemple, qui soit accessible le soir. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais en tout cas, c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on se pose quand on a un magasin physique. On ne se dit pas je vais à 18h, ma boutique elle est fermée. Ah ouais, on est dans la rue principale, il y a tous les gens qui passent, mais nous on a fermé notre boutique. Quand on est dans le physique, c'est même pas une question qu'on se pose. Mais sur le e-commerce, on est fermé. Le samedi, le samedi il est ouvert, mon site, ils n'ont qu'à passer commande, les clients. Pas de service client, ok. Il y a un super exemple, c'est Voyage Privé. Ils ont vraiment décidé de faire le focus là-dessus. Et leur hotline est ouverte, je crois, le service client est ouvert jusqu'à 21h. J'ai trouvé ça vraiment super bien, je l'ai testé pour voir si ça fonctionnait vraiment bien, et ça fonctionne bien. Ils sont disponibles, ils répondent aux clients, et je trouve que c'est un petit détail, mais malgré tout, c'est un détail qui fait la différence versus les autres, ses concurrents, parce que lui, il est dispo pour ses clients, parce qu'il s'est mis à la place de ses clients, il sait que ses clients passent leur commande le soir, et de ce fait-là, il est présent. Un autre sujet, la nécessité de créer une communauté. Alors, c'est pas toujours super simple, on parle beaucoup des réseaux sociaux, mais c'est aussi lorsqu'on se développe en ligne, et encore une fois, c'est aussi lié à cette distance qu'on peut avoir avec les clients. C'est un bel axe de se dire il faut que je me rapproche de ma communauté, que je crée une communauté pour pouvoir faire rayonner mon business au-delà du quotidien. Le fait de créer une communauté, c'est un point qui est super important et qui est très lié à ce deuxième point, qui est la nécessité, ou en tout cas une volonté de se dire votre site, vous pouvez aussi le travailler comme une marque. Et mon patron, le fondateur de Pro Bike Shop, il y a un message un jour qui m'a dit, et je le retiens toujours, c'est un peu utopique, je l'entends, mais par contre j'aime bien le message. Et en fait il me dit Olivier, en fait tu dépenses beaucoup en AdWords, c'est bien, ça fait le business quotidien. Par contre il dit, moi en fait, un mec qui a fait une recherche sur Google sur un produit un peu spécifique qui correspond à notre cœur de cible, à notre métier. Lorsqu'il a fait une recherche sur Google, il me dit en fait, moi j'estime qu'on a déjà perdu. Et ouais, parce que en fait, son idée c'est de se dire on est un acteur majeur, on doit être le leader, et ce qu'on veut c'est que lorsqu'un mec cherche du matos de vélo, qui est un passionné, il doit venir chez Pro Bike Shop, et une fois qu'il est là, il va passer sa commande. Ouais, alors effectivement, vous me direz tout, je pense que c'est super ambitieux, mais en tout cas, ça a le mérite de donner, je trouve, ça a le mérite de donner une target et de dire là où est-ce qu'on va aller, et la nécessité de travailler cette marque, parce que lorsque l'on dépense des milliers d'euros en AdWords, finalement, on ne crée pas grand-chose pour sa marque, on crée un peu rien. Par contre, quand on capitalise sur sa marque, quand on fait en sorte que sa marque elle soit forte, que les gens recherchent votre marque, vous constituez un asset et vous développez la valeur de votre business. Et je pense que c'est un sujet pour un e-commerçant qui est vraiment intéressant à travailler. Enfin, un point qui est super important, c'est l'idée, c'est aussi il faut sortir du lot. On a vu Amazon, on a vu AliExpress, où tous les gros ils sont vraiment sur de la base, sur du généraliste. Nous, tous les autres e-commerçants, on a aussi une chance de développer le business en se spécialisant, en se différenciant, en apportant de nouveaux services. Et c'est ça qui va permettre aussi de créer de la valeur, c'est ça qui va faire que vos clients ils vont venir sur votre site
c'est parce que vous êtes spécialisé sur une niche, c'est parce que vous allez apporter un service que les autres ne font pas. Je parlais tout à l'heure de voyages privés, ils sont disponibles le soir. Nous, on teste par exemple la livraison à domicile par notre propre soin. Je sais que Woo Garden, c'est quelque chose aussi qui est mis en place. Il dit, moi je suis capable de le faire, je vais livrer mes clients qui sont à proximité de mes entrepôts. C'est un service que je propose, que je contrôle. Tout ça, c'est effectivement une manière de développer son business et de s'assurer de continuer à faire croître son commerce. Donc tout ça, tout ce qu'on a vu là, c'est assez condensé. Je pense que presque sur chacun des points qu'on a vus, on aurait presque l'occasion de faire une conf dédiée. Moi, l'objectif, c'était surtout, comme je vous l'ai dit au tout début, c'était et j'aurais réussi mon pari si vous avez identifié ici quelques questions. La synthèse, non, c'est pas que le punk is not dead, mais c'est que le e-commerce n'est pas mort. Il y a des enjeux, mais il y a en tout cas aussi et beaucoup de challenges à relever. Et voilà, et la base, c'est de revenir à vos basiques. Revenez à vos basiques, la livraison, le e-commerce, c'est une offre, c'est de l'expédition. Essayez, tentez de développer vos propres produits. Restez toujours dans cette dynamique de se mettre à la place de vos clients. Quand on a un commerce physique, c'est plus facile parce qu'on les voit au quotidien, on discute avec eux, c'est sûr. Mais le e-commerce, on peut aussi partager avec ses clients, on peut aussi passer du temps avec son service client. Je ne sais pas combien d'entre vous ont un service client, mais et combien d'entre vous passent du temps avec le service client. Moi, j'essaye de le faire régulièrement, de me dire je vais passer un moment au milieu du service client, j'écoute ce qu'ils disent aux clients, j'écoute les échanges qu'ils ont, et ça, c'est quelque chose qui permet aussi de se mettre à leur place. Faisons grandir aussi la communauté en faisant de votre site une marque. Vous avez la possibilité de le faire. Si vous avez déjà des clients, vous avez déjà la capacité de développer votre propre marque. Et enfin, tenter de sortir du lot la différenciation, la spécialisation. Ça sera toujours quelque chose qui paiera, qui vous permettra aussi d'appuyer tous les autres points qu'on a vus juste au-dessus. Voilà, j'en ai terminé. Ma synthèse finalement de tout ça, on vient de le voir, mais ce que je retiens et ce que je pense qu'on doit tous retenir, c'est que le e-commerce, c'est surtout et avant tout du commerce. Tous les standards du commerce, on doit les reprendre, on doit être proche de nos clients, on doit être focus sur notre offre, on doit être focus sur ce que l'on doit délivrer. Et plus on garde cette philosophie de commerçant, plus la conviction est qu'on arrive à développer notre business. Voilà, bien écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Et je crois qu'il y a un petit temps de questions. Merci Olivier déjà. Merci. De questions, donc allez-y. Alors, je t'écoute. Normalement, c'est bon. Lève-toi pas. Merci beaucoup, Laurence. Tu as parlé que les sites e-commerce vont sûrement, on va voir un petit peu moins, toujours laisser aux plateformes comme Instagram, Google qui vont faire ça aussi. Comment est-ce qu'on peut aborder la chose et profiter de cette opportunité pour un e-commerce? Ouais, effectivement, c'est une vraie question, c'est une tendance. Je ne sais pas si on peut en profiter, en tout cas, si on parle d'Amazon, il y a beaucoup de e-commerçants qui se disent aussi je vais diffuser mon catalogue de produits sur Amazon. Moi, j'ai fait le choix de ne pas le faire. Pourquoi? À court terme, c'est super pertinent parce qu'à court terme, on va tout de suite voir son business qui se développe.
Mais une fois qu'on a mis tout son catalogue produit sur Amazon, qu'est-ce qui nous reste? Parce qu'Amazon va expédier super vite le produit. Amazon est super doué sur l'ergonomie, l'UX, le parcours client est juste parfait. Amazon a créé Prime pour fidéliser ses clients. Donc, se développer et notamment se dire je vais pousser mon catalogue produit sur Amazon, à très court terme, on va tout de suite le voir. Génial, je crée du business, mais demain, pourquoi le client reviendrait plutôt sur votre site plutôt que sur Amazon? Je pense que c'est compliqué. En revanche, les autres plateformes, et notamment Instagram, je pense que c'est carrément autre chose. Ça permet de mettre en avant ces produits d'une autre manière, de aussi s'intéresser à un autre canal de diffusion. J'en parlais aussi avec une personne qui est dans la salle. On est obligé, si on fait du commerce, quand on est dans le digital, on est obligé de s'intéresser aux autres médias. Est-ce que dans la salle, il y en a qui ont installé Snapchat sur leur téléphone? Que ça nous intéresse ou pas, il faut le faire. Il faut comprendre aussi comment ça fonctionne. J'ai ma fille de 7 ans qui regarde TikTok. Personnellement, je ne comprends rien. Mais je l'ai installé sur mon téléphone parce que je me dis je dois comprendre comment ça fonctionne, comment ça va évoluer dans le temps. Je ne sais pas si j'ai répondu, en tout cas. Ok. Une autre question? Avec le micro qui marche. Merci. Moi j'ai une question sur la réflexion de ton boss qui te dit oui, travailler la marque, ça me plaît bien. Maintenant, comment aujourd'hui Profile Shop travaille sa marque, sur quel canal et comment justement vous tendez à aller vers une meilleure expérience client, un meilleur UX, en gros comment vous essayez d'être le Amazon du vélo? Presque ambitieux d'être le Amazon du vélo. Non, effectivement. Eh bien, c'est un super sujet et quand on est e-commerçant et qu'on a un background vraiment marketing, la partie branding, souvent, on la boude un peu parce que on a l'habitude, nous aussi, d'être très orienté performance, maîtriser tous les KPI, etc. Et bien en fait, de plus en plus, je me retrouve à développer des actions de branding, à être présent sur des événements majeurs de l'univers du vélo. Il y a un événement qui s'appelle la Route d'Azur, qui est certainement le plus gros regroupement VTT en Europe. Ah ouais, on est présent sur ce truc-là, ça nous coûte très cher. Je n'ai pas la possibilité, en face de l'investissement que je mets sur Route d'Azur, de dire voilà combien ça m'a rapporté ce que je fais avec Google. Mais par contre, c'est une conviction de se dire on doit pousser ce genre d'action pour être présent. On va aussi, et c'était quelque chose qui était complètement mis de côté jusqu'à présent, mais ouvrir une boutique physique à Lyon. Et pourquoi en fait c'est pas vraiment tant une boutique qu'on va ouvrir, mais c'est ce qu'on appelle un peu de manière pompeuse un flagship. Mais j'aime bien l'idée en tout cas du flagship. L'idée c'est de créer un lieu où on va pouvoir faire rayonner la marque, on va pouvoir vraiment présenter les produits, on va pouvoir accueillir les clients, faire des événements, etc. Et ça pour nous c'est ça en fait, faire du branding et on a la conviction qu'on doit aussi dégager le budget qu'on mettait en acquisition pure pour investir même aussi dans la presse spécialisée. Je reviens là-dedans, je reviens sur la presse spécialisée. Mais effectivement, c'est super difficile à faire bouger, même avec une conviction forte, comme peut avoir mon patron, c'est quand même difficile à bouger parce que demain de dire ouais, ça je sais très bien quand je mets 1 euro ici, combien je récupère, et quand je vais le faire ailleurs, combien je vais récupérer. Il faut aussi faire ce changement petit à petit, mais c'est intéressant aussi de voir que ça évolue et c'est ce type d'action qu'on met par exemple en place. Ouais. Peut-être une troisième question. Allez, on fait les deux si tu réponds un petit peu plus vite. Question. Est-ce que tu peux nous dire, dans le parcours de Profile Shop, par exemple, les grandes étapes dans le développement du commerce, quelles ont été un peu les grandes étapes, à quel moment c'est intervenu, pour prendre de l'ampleur et voilà, quelles sont les étapes. Ouais. Tout à fait.
la base de ProBikeShop, enfin, le site est créé il y a 10 ans. La base, donc le fondateur qui est toujours le président actuel, le socle, ça a vraiment été, c'est pour ça que c'est intéressant aussi là de vous en parler, l'offre en fait. Dès le début, lui, quand il a lancé le site, c'était de se dire je veux avoir l'exhaustivité de l'offre, s'il y a des pédales de tel type qui existent en 4 couleurs, je veux les avoir. C'était le premier point. Le deuxième point, c'est que je veux les avoir en stock. Donc c'était aussi avoir un entrepôt. Quand on a 38 000 m² dans le sud de Lyon. On revient aussi à la partie logistique, c'est expédier rapidement les produits. Donc ça, c'était le socle. Et c'est ce qui a permis de vraiment lancer l'activité. Et en fait, sans le savoir aussi, de créer du branding, parce que les produits sont dispo, les gens y reviennent, etc. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de structurer beaucoup les équipes. On a une fonction qui est majeure chez ProBikeShop, c'est les catégories managers. On a fait le choix d'avoir cette structure-là. On a une vingtaine de personnes qui sont chargées d'acheter les produits, d'acheter les bons produits surtout. On revient à l'offre donc d'acheter les bons produits, de les référencer, c'est la colonne vertébrale du business. Donc ça a été j'ai envie de dire le deuxième step. Et en fait, en tout dernier lieu, moi je suis intervenu, c'était pour accélérer ça. Et en fait, le marketing, à proprement parler, est arrivé vraiment dans les dernières étapes. Alors oui, il y avait déjà des campagnes de search, etc. qui étaient lancées, mais vraiment booster la partie marketing, ça a été la troisième étape et ça fait que 4 ans qu'on est vraiment actif sur cette partie-là. J'ai vraiment synthétisé en trois étapes. Juste, du coup, ça va permettre d'être plus simple. Je reste toute la journée aussi sur le salon, donc si toutefois vous souhaitez qu'on échange davantage, on pourra parler, ça sera chouette. Voilà, et Olivier sera également là ce soir. Oui. Du coup, pour la quatrième question, ce sera pour ce soir. On va avancer un petit peu. On va te remercier, Olivier. Merci à tous.